Dizio, alias Dionysie, me rendait visite chaque vendredi. Dizio sortait de sa sacoche usée un cahier de brouillon et une batterie de stylos de couleur auxquels, tout au long du déjeuner, il jetait des regards impatients. Et quand enfin le repas était terminé, car nous avions mangé tout ce qu'il y avait à manger et bu du thé noir, le seul qui trouve grâce à nos yeux, il me racontait ce qu'il avait réussi à faire durant la semaine. Dizio traduisait Blake. C'était son idée. Il la mettait scrupuleusement en œuvre. Lorsqu'il terminait la traduction d'un passage, il m'en lisait chaque vers à haute voix et attendait mes remarques. J'avais parfois l'impression de ne comprendre que des mots isolés, sans en dégager le sens général. Je ne savais pas trop comment l'aider. Le fait est que je n'aimais pas la poésie. Et tous les poèmes du monde m'avaient toujours semblé inutilement compliqués et confus. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi toutes ces merveilles n'étaient pas écrites normalement, en prose. Blake s'accordait à merveille avec l'ambiance de cette soirée. On avait l'impression que le ciel était tombé très bas au-dessus de la terre, de sorte qu'il laissait à tous les êtres vivants peu de place pour vivre, peu d'air. Des nuages bas et sombres n'avaient cessé de défiler dans le ciel toute la journée, pour finalement, tard dans la soirée, frotter leur ventre mouillé contre les collines. J'ai même proposé à Dizio de rester pour la nuit, comme cela arrivait parfois. Je lui préparai alors le canapé de mon petit bureau, je branchai un radiateur électrique et je laissai la porte de ma chambre ouverte pour que nous puissions entendre mutuellement notre respiration. Mais ce jour-là, il ne pouvait rester. Il m'a expliqué, en se grattant lentement le front, que le commissariat changeait de système informatique. Je n'avais nulle envie d'en savoir plus. L'important, c'est que cela lui occasionnait un surplus de travail. Il devait être à son poste à la première heure. Et la fonte des neiges n'arrangeait rien. Je n'aimais pas le voir partir ainsi. J'ai enfilé 2 polaires et j'ai mis un bonnet. Avec nos imperméables en plastique jaune, nous ressemblions à des nains de jardin. Je l'ai accompagné jusqu'à la route et je serais volontiers allé plus loin, jusqu'à l'asphalte. Il portait un piètre manteau qui flottait sur lui. Ses chaussures n'étaient pas complètement sèches, bien que nous les ayons mises sur le radiateur. Mais il n'a pas voulu que je continue. Nous nous sommes donc dit au revoir et j'étais en train de reprendre la direction de la maison lorsqu'il m'appela. Il pointait son bras en direction du col. Une lumière y brillait, pâle, inhabituelle. Je fis demi-tour. Qu'est-ce que cela peut être ? Demanda-t-il. Je haussai les épaules. Un promeneur peut-être, muni d'une lampe de poche.
Viens, on va vérifier. Il me saisit la main et m'entraîna derrière lui, semblable à un petit boy scout qui se serait soudain retrouvé sur la piste d'un mystère. Maintenant, en pleine nuit, laisse tomber, on ne va pas patauger dans la neige humide. C'est peut-être Matoga qui a fait tomber sa lampe torche et elle reste là, allumée. Ce n'est pas la lumière d'une lampe de poche, déclara Dizio. Et il se mit en marche. Je l'ai donc suivi. À l'entrée du col se trouvait un grand tout-terrain. Ses portières étaient ouvertes, c'est pourquoi la lumière brillait à l'intérieur. Faiblement. Je préférais rester quelques mètres en arrière. J'avais peur de m'approcher, je sentais que j'allais éclater en sanglots comme un enfant de peur et d'énervement. Dizio m'a pris des mains la lampe de poche et lentement s'est approché de la voiture. Il l'a éclairée. Elle était vide. Sur le siège arrière était posée une serviette noire. On apercevait aussi des sacs en plastique, probablement remplis de courses. « Tu sais quoi ?» demanda Dizio à mi-voix en faisant traîner les syllabes. « Je connais cette voiture. C'est la Toyota du commandant. » Ce disant, il balayait avec la lumière de sa lampe torche autour du 4x4. « Regarde !» dis-je. « Regarde la neige !» La lumière de la lampe torche fit soudain apparaître de curieuses traces. Une multitude de petits ronds de la taille d'une pièce de monnaie. Il y en avait partout, autour de la voiture, sur le chemin. On voyait aussi les empreintes de grosses semelles crantées. On les distinguait nettement, car dans la neige fondue, l'eau sombre venait remplir chaque creux. « Ce sont des empreintes de sabots, dis-je en m'accroupissant pour bien voir les petits trous. « Ce sont des traces de biches. Tu vois ça ?» Mais Dizio regardait déjà dans une toute autre direction, vers l'endroit où la neige fondue avait été foulée, piétinée littéralement. Le ray de lumière se dirigea lentement vers les buissons, puis j'ai entendu Dizio pousser un gémissement. Il se tenait devant l'ouverture d'un vieux puits au milieu des broussailles, près de la route. « Mon Dieu ! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» répétait-il machinalement. Cela m'a énervé, je dois le dire. Il était évident qu'aucun dieu n'allait venir ici pour remettre de l'ordre. « Mon Dieu, il y a quelqu'un ici !» gémit-il. J'ai ressenti une vague de chaleur m'envahir. Je me suis approchée de lui et je lui ai arraché la lampe torche des mains. Je l'ai dirigée vers le trou et une vision macabre nous est apparue. Dans le puits peu profond, gisait un corps tordu, la tête en bas. Derrière l'épaule, on voyait une partie du visage, les yeux ouverts, maculés de sang. Terrifiant. Des chaussures à grosses semelles crantées dépassaient du trou. Il y a des années que le puits avait été comblé. Ça n'était plus qu'une simple fosse. Dans le temps, je le recouvrais moi-même de branchages pour que les brebis du dentiste ne tombent pas dedans. Dizio s'accroupit
et d'un geste d'impuissance passa délicatement sa main sur les chaussures. « Ne touche à rien !» Affolé, mon cœur battait la chamade. J'avais l'impression que cette tête ensanglantée allait d'un instant à l'autre se tourner vers nous, faire luire le blanc des yeux sous les filets de sang séché, que les lèvres remueraient afin de laisser échapper une parole, et que, pour finir, ce corps trapu se hisserait lentement vers le haut, vers la vie, enragé par sa propre mort, fou de colère, et qu'il bondirait vers moi pour resserrer ses doigts autour de mon cou. Il est peut-être encore vivant, fit Dizio d'une voix larmoyante. Je priais pour que ce ne soit pas le cas. Nous nous tenions debout, transis de froid, effrayés. Dizio tremblait comme s'il avait des spasmes. J'avais peur pour lui. Il claquait des dents. Puis nous nous enlaçâmes et Dizio se mit à pleurer. L'eau se déversait du ciel, sortait de la terre. Le sol ressemblait à une gigantesque éponge imbibée d'eau froide. On va attraper une pneumonie, sanglotait Dizio. Partons d'ici. Allons chez Matoga. Il saura ce qu'il faut faire. Viens, on s'en va, ne restons pas là. Nous fîmes donc demi-tour, enlacés gauchement tels des soldats blessés. Ma tête brûlait à cause d'un tourbillon de pensées agitées, angoissantes, au point que je voyais presque ces pensées s'évaporer sous la pluie, se transformer en nuées et aller rejoindre les gros nuages noirs. Pendant que nous marchions ainsi, glissant sur le sol humide, des mots se pressaient dans ma bouche, et j'aurais bien voulu les partager avec Dizio. J'aurais aimé les prononcer à voix haute, mais je ne parvenais pas à les faire sortir. Ils m'échappaient. Je ne savais pas par où commencer. Je tenais beaucoup à Dizio et, pour rien au monde, je n'aurais voulu qu'il me prenne pour une folle. Surtout pas lui. Aussi, alors que nous nous approchions de la maison de Matoga, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui ai dit ce que je pensais de tout cela. Dizio, ce sont les animaux qui se vengent des hommes. Généralement, Dizio croit tout ce que je lui dis, mais cette fois-ci, il ne m'a même pas écouté. Au fond, ce n'est pas si étrange que ça, ai-je poursuivi. Les animaux sont forts et intelligents. On ignore à quel point. Il fut un temps où les animaux pouvaient comparaître au tribunal et même y être condamnés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Bredouillait-il fébrilement. J'ai lu une histoire sur des rats qui avaient été cités à comparaître parce qu'ils avaient causé trop de dégâts. L'affaire a traîné en longueur car ils ne se présentaient pas aux audiences. Finalement, on leur a attribué un avocat d'office. Bon sang, mais qu'est-ce que tu racontes? Cela s'est passé en France, je crois, au XVIIe siècle, ai-je poursuivi. J'ignore comment cette affaire s'est terminée et s'ils ont été condamnés. Il s'est arrêté brusquement, m'a saisi par les épaules et m'a secoué avec force. Tu es sous le choc. Tu racontes n'importe quoi. Mais
Je savais très bien ce que je disais. J'avais même décidé de le vérifier un jour, si l'occasion se présentait.